On voit déjà aux États-Unis, il y a un phénomène qui s'appelle les dead malls. Donc en fait, c'est des zones commerciales qui sont mortes, c'est-à-dire qu'elles ont été abandonnées carrément. Les images de ces lieux vidés et repris par la nature fascinent. Mais après l'annonce de la fin de l'abondance, les zones commerciales ont-elles un futur et que pourront-elles bien nous vendre en 2050 ? Dans cette vidéo, nous avons demandé aux experts interviewés d'imaginer, avec nous, un futur possible. La vision que nous vous présentons n'est pas une prédiction. Il s'agit uniquement d'un scénario basé sur des tendances et qui tente d'apporter une réponse aux enjeux environnementaux tels que nous les comprenons aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, le grand sujet, c'était la désertification des centres-villes. Et le fait qu'en gros, c'était dans les centres-villes que les magasins fermaient, justement parce que c'était beaucoup plus attractif pour les consommateurs d'aller dans les grandes zones commerciales, où il y avait beaucoup plus de choix, voilà, c'était plus sympa. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'est-ce qui se passerait demain pour ces zones commerciales si elles étaient finalement victimes un peu du même phénomène de perte d'attractivité, et qu'est-ce qui pourrait les rendre de nouveau attractives. Parce qu'en 2023, les zones commerciales sont l'incarnation de la société de consommation. Ce sont des zones ultra spécialisées, dédiées à une chose, l'achat de biens neufs. Une économie qui entraîne l'extraction de 737 millions de tonnes de matériel en 2020 et une production massive de déchets. Des déchets qui sont de plus en plus composés de plastique, avec une consommation par habitant qui est passée de 0 à 70 kg par an depuis les années 50. Industrialisées et commercialisées depuis la dernière guerre mondiale, les matières plastiques ont insensiblement envahi tous les domaines de notre vie quotidienne. Donc le plastique, comme l'énergie, était vraiment un symbole du progrès, de la modernité. C'est en 72, Pompidou, notre président, Georges Pompidou, qui fait entrer la modernité à l'Élysée en installant des meubles du designer Pierre Paulin, Touron, etc. Au début des années 60, ça avait été le boom à la fois des équipements liés au logement et des équipements liés à la personne. Donc on va trouver là-dedans à la fois les équipements pour la cuisine, par exemple électroménager, frigo, etc. Les équipements liés à ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui aux technologies de l'information et de la communication, donc les télévisions, les téléphones, etc. Et surtout ces biens-là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait on a des belles courbes qui ont beaucoup augmenté et qui se stabilisent. En gros, le taux d'équipement a atteint un maximum. Le taux de croissance de la consommation des ménages pouvait atteindre 6-7% par an. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 1-2%. Justement, cette logique des 30 glorieuses de tous les ménages vont s'équiper, vont acheter beaucoup de biens, la société va croître grâce à ça, pour moi, elle est derrière nous. La saturation et l'accumulation de nouveaux objets se retrouvent dans la plupart des foyers français, avec des sous-sols, des greniers et des chambres d'amis pleines d'objets qui ne sont pas ou plus utilisés. Les zones commerciales en 2050 vont-elles pouvoir continuer de vendre autant d'objets neufs à des foyers déjà suréquipés ? À partir des années 2000, pour moi, un virage s'est opéré, où là, ça a été vraiment un emballement. C'est-à-dire que le plastique a créé ses propres besoins. Par exemple, la fast fashion, où on va changer très souvent de vêtements, parce qu'on a des vêtements à notre disposition en très grande quantité et pas cher. Pour l'instant, la seule réponse à cette saturation, c'est une fuite en avant. Les entreprises et les modèles économiques qui triomphent sont ceux qui parviennent à vendre malgré cette saturation. Ça peut être par l'innovation de petits bons qui encourage un remplacement fréquent de produits légèrement inférieurs technologiquement ou l'amplification de processus de mode qui incite à remplacer un produit devenu inférieur culturellement. Cette stratégie d'obsolescence accélérée augmente d'autant plus l'extraction de matières premières, un procédé très lucratif tant que l'on ne s'intéresse pas aux conséquences de cette production. Moi j'ai tendance à être assez optimiste, même relativement très optimiste. Il me semble que le problème du plastique, des plastiques, n'est pas un problème dramatique comparé à d'autres. Le principal danger lié au plastique, c'est sa transformation inéluctable en micro et en nanoplastiques. On essaie de découvrir l'origine des microplastiques qu'on trouve par exemple dans les eaux du lac Léman. Eh bien, on s'aperçoit qu'ils viennent essentiellement des eaux de lavage, donc des vêtements en cours d'usage. On essaie de tracer les microplastiques qu'on trouve dans l'air, dans certaines zones. Eh bien, on s'aperçoit qu'ils viennent essentiellement de l'usure de pneus et de routes en cours d'usage. Aucun autre matériau que l'homme utilise sur Terre ne se comporte comme ça. Il faut bien comprendre aussi que même si en 2050, on a été capable de réduire notre consommation à ce que l'on est capable de gérer, les générations d'avant en auront accumulé des quantités énormes. Donc ces générations, elles auront aussi à affronter tous les déchets plastiques qui auront été produits par leurs ancêtres. Le plastique rejoindra peut-être la longue liste des produits révolutionnaires questionnables. Entre les crèmes radioactives, les sodas à la cocaïne, l'isolation à l'amiante ou l'utilisation massive de plomb au quotidien,
L'histoire du progrès technique, c'est aussi une longue liste de fausses bonnes idées. Surtout que les dommages de la production de matières plastiques sur le climat sont prouvés. L'industrie représente autour de 7% de la consommation de pétrole en 2023. Selon l'IEA, les plastiques et les autres substances pétrochimiques seront les principales raisons de la croissance de la demande de pétrole jusqu'en 2030, et donc une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Alors pourra-t-on encore acheter du plastique dans notre zone commerciale du futur ? En 2050, mais même, je pense qu'on ne pourra plus vivre sans plastique. On n'est pas capable de vivre sans plastique. Enfin, moi, franchement, j'en suis intimement persuadée. Le plastique nous a apporté quand même un progrès et un confort de vie auquel on n'a pas envie de renoncer. Mais il faut quand même savoir que les 3/4 des plastiques qu'on utilise en 2023 ne sont plus nécessaires en 2050. Donc on va diviser par 5, peut-être 10 notre consommation de plastique. Et là, on va retomber sur une société qui sera capable de gérer à peu près correctement, ou du moins d'assimiler ces déchets plastiques et de ne pas étouffer avec. C'est parce que globalement, on était sur des ressources peu chères, qui permettaient de fabriquer des biens peu chers, en tout cas de les vendre peu chers au bout d'un moment, et puis de les jeter à la fin. Et puis finalement, on s'en fiche parce ça coûte moins cher d'aller extraire des métaux et des minerais que d'aller recycler ceux qu'on a jetés. Dans pratiquement toutes les catégories d'objets, le premier prix est composé majoritairement de plastique. Toutes les étagères de tous les rayons de tous les magasins en sont finalement couverts. Produire et vendre moins de plastique, c'est compliquer d'autant la production massive d'objets à petit prix, pourtant essentiels à la société de consommation. Et ça, c'est remettre en cause l'existence même des 1500 zones commerciales françaises qui n'auraient alors plus grand-chose à vendre. Alors la déconsommation, comme son nom l'indique, c'est le contraire de la consommation et notamment le contraire de la société de consommation, donc qui nous dit finalement que nos sociétés, nos modèles de développement doivent être basés principalement sur la consommation. Et l'idée du concept de déconsommation, c'est de se dire au contraire, on sort de cette logique-là et donc la consommation croît moins vite qu'avant, voire diminue. Donc les ménages, les individus consomment de moins en moins. On remet en cause à la fois en effet le modèle économique actuelle de la société de consommation, basée sur j'achète régulièrement des produits neufs, ce qui va entretenir la croissance, l'emploi aussi, au bout d'un moment il faut que je m'en débarrasse et il faut que j'en rachète d'autres. Et par ailleurs, on remet en cause aussi tous les imaginaires et les récits associés à la société de consommation et qui sont des motivations très importantes aujourd'hui pour consommer, en tout cas qui l'ont été jusqu'à récemment. Donc est-ce qu'on arrive à renouveler ça ? Parce qu'en fait, si on n'y arrive pas, alors oui, c'est qu'on s'enfonce tranquillement vers une société là de la décroissance où en gros on continue à s'appuyer à espérer finalement une croissance de la consommation matérielle mais qui n'arrive plus. La zone commerciale que nous visitons est basée sur cette idée de déconsommation. Dans ce futur possible, l'e-commerce et les magasins proches des lieux d'habitation captent la majorité des achats des Français. La hausse des prix des objets neufs et surtout le coût des transports annoncent la fin des zones commerciales classiques et le début de nouveaux questionnements. Que peuvent vendre ces quartiers pour rester pertinents ? Jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'enjeu, on va en voiture dans notre zone commerciale, tout va bien. Si on dit qu'on est dans un monde où ça coûte plus cher de prendre la voiture, donc question de l'accessibilité, compliqué. On l'a dit tout à l'heure, des zones qui sont par ailleurs moins attractifs parce que finalement dans lesquels il y aura moins de commerce. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments-là et est-ce qu'on a envie de leur redonner une deuxième vie ? Et là on peut se dire que oui, en fait on peut tout à fait envisager que ce soit des zones sur lesquelles il y a des investissements des collectivités en disant moi je veux que cette zone-là elle vive, donc je vais faire en sorte qu'elle soit accessible par les transports en commun, donc des bus électriques, des véhicules partagés, des trams, etc. Une entreprise locale a vite compris l'intérêt de s'installer dans cette zone pourtant en perte de vitesse. Si le réflexe en 2020 était de faire construire un local proche d'une autoroute, les politiques visant à limiter l'artificialisation des sols ont changé la donne. Cet atelier fabrique et reconditionne des équipements pour les logements. En s'installant ici, il bénéficie de grands locaux, peu chers, avec des docks de chargement, une infrastructure routière et une proximité avec la ville qui permet de limiter les coûts de transport. En 2050, les zones commerciales ne font pas que vendre. Ce sont aussi des quartiers de production. Les industriels qui existeront encore se seront posé la question, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des biens et des services avec le strict minimum de matières plastiques. Strict minimum de matières plastiques, ça sera remplacer le plastique par d'autres matières qui existent déjà ou des matières nouvelles qui auront été créées, mais ça sera aussi apprendre à faire autrement. On prend l'exemple de la machine
à laver le linge, je ne vous dis pas qu'on va revenir à laver le linge à la main, je vous dis qu'on va construire des machines qui vont être beaucoup plus durables, qui vont être réparables. Et au lieu d'acheter 10 machines dans sa vie, on va en acheter une. Mais la question derrière, effectivement, c'est celle du modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, ça coûte souvent très cher de réparer un lave-linge ou un frigo par rapport au fait d'en racheter un neuf. Et là, il y a quand même des alternatives qui existent, qui certaines en fait sont déjà très anciennes. C'est ça qui est intéressant, c'est des modèles qui étaient la norme et qu'on a oubliés ou qu'on traite maintenant comme des sortes d'innovations un peu étranges. Bref, de l'économie circulaire, mais qui pour moi est devenu un peu un concept fourre-tout. En gros, la logique derrière, c'est de dire je fais en sorte d'optimiser, de valoriser au maximum les ressources que j'utilise. Il y a des réglementations qui pourraient se développer, et on en voit déjà d'ailleurs un petit peu, autour d'une part l'éco-conception, d'autre part la réparation. Donc sur l'éco-conception, c'est de dire on va exiger des entreprises qu'elles fabriquent des objets qui soient conçus pour être réparés et ou pour durer plus longtemps. Cette boutique, elle, n'a jamais quitté la zone commerciale. C'est son modèle économique qui a complètement changé. L'industrie de l'électroménager n'est plus tournée principalement vers l'achat de produits neufs. La machine à laver d'entrée de gamme, de moins de 300 €, très populaire en 2020, n'existe en fait quasiment plus. Ces machines, qui essorent mal et à la durée de vie de 4 ans, ont été remplacées par des équipements de très bonne qualité, mais beaucoup plus chers. Les consommateurs sont incités à voir leur achat comme un investissement. Ils utiliseront peut-être la même machine pendant 20, voire même 30 ans. Cette zone commerciale s'est tournée vers la vente de produits durables. Les biens vont devenir plus chers à l'achat pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que les matières premières coûtent plus cher, parce qu'aussi, justement, on en revient à la réglementation, mais la TVA pourrait être augmentée sur les biens neufs, encore un peu. C'est toujours un levier assez utile en fait pour les pouvoirs publics. Donc dans ce cas-là, finalement, oui, mécaniquement, ça va devenir intéressant de réparer. Et donc il n'y a plus besoin dans ce cas-là d'incitation. On va réparer plus parce que ça nous coûtera moins cher. Un des enjeux autour de la réparation, mais sur lequel pour le coup ça a beaucoup bougé en France récemment, c'est la disponibilité des pièces détachées. Et donc justement, aujourd'hui, les industriels sont obligés de conserver les pièces détachées plus longtemps. Donc si on combine cette obligation avec justement ce qu'on disait tout à l'heure sur un renforcement aussi des normes autour des standardisations des pièces détachées, en gros ça serait plus intéressant parce qu'on aurait des pièces détachées moins nombreuses, en gros plus standards, et qu'on pourrait trouver plus facilement à disposition pour réparer son téléphone, son ordinateur, etc. La plupart des appareils de télécommunication sont distribués par des boutiques dans les centres-villes et via livraison. Les clients utilisent des services d'abonnement qui comprennent la location d'un téléphone. Et ce commerce s'est spécialisé dans le maintien de ces appareils pour les réparer, les remplacer ou même les personnaliser. C'est l'économie de la fonctionnalité, où là, l'idée c'est qu'on sort complètement de cette logique de j'achète un bien neuf, et en fait, on est dans un modèle où l'entreprise va rester propriétaire des biens qu'elle fabrique et va les mettre à disposition des consommateurs. Et en fait, on sort aussi de la logique parce que l'entreprise, sa nouvelle mission n'est plus de vendre donc des biens, mais de satisfaire des besoins. Donc je ne vous vends plus un téléphone neuf que vous allez casser ou changer au bout de 18 mois, je vous vends un service de communication et d'échange avec vos proches. Donc ce qui va passer par la mise à disposition d'un téléphone, mais ce qui va passer aussi par un forfait d'accès à Internet, etc., et par plein d'autres services qui peuvent être imaginés, y compris des services de réparation, etc. Et donc là, on voit bien qu'en dézoomant, l'objet, finalement, il a une utilité, mais il n'est plus au cœur de notre modèle. Et donc, en fait, on peut imaginer plein de choses autour de ça, et qui soient plus durables aussi pour l'entreprise et pour sa manière de concevoir et d'exploiter finalement les objets. Cette entreprise de mobilité offre des véhicules électriques à la location. Un nombre important de PME et de particuliers ne sont pas propriétaires des véhicules qu'ils utilisent au quotidien. Et devant le prix élevé des machines à laver neuves, les gestionnaires d'immeubles louent des modèles professionnels pour les installer dans les parties communes. Pour s'occuper de ces machines, l'entreprise dispose dans l'arrière-boutique d'un entrepôt de pièces de rechange et d'un local pour ses techniciens d'entretien. Les zones commerciales sont en fait au centre d'une économie de la maintenance. D'autres entreprises ont saisi l'opportunité d'utiliser cette zone pour répondre à la saturation d'objets des foyers français. Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour ce qu'on mentionnait tout à l'heure, des services d'achat-vente d'occasion, de réparation, donc en gros une sorte de magasin qu'on voit se développer quand même, de ressourcerie, de recyclerie, qui serait basé sur des logiques différentes, avec des biens aussi qui sont moins chers à l'achat, qui permettent aussi, alors pour l'instant on est plutôt sur des logiques de dons, je donne des objets, mais est-ce que je peux les revendre aussi moins cher, mais ça me permet de gagner un petit peu d'argent, et puis en échange j'achète autre chose. La croissance du marché de l'occasion a conduit les plateformes internet spécialisées à ouvrir des boutiques physiques.
elles aussi se mettent à offrir plus de services pour capter une clientèle plus large et surtout pour augmenter ses marges. La plupart des clients viennent ici en tram et repartent avec une livraison planifiée lors de la tournée du camion du magasin. Ça permet aussi aux clients de renvoyer des meubles, que ce soit pour les vendre, pour les reconditionner ou pour les retoucher. L'augmentation de la demande d'objets d'occasion et la qualité de leur reconditionnement font que la plupart des produits ne perdent plus la moitié de leur valeur juste après l'achat, comme c'était le cas très souvent dans les années 2000. Les zones commerciales ne sont plus des zones qui fonctionnent uniquement sur l'hyperconsommation. Les modèles économiques sont beaucoup plus variés et s'intéressent même à la fin de vie des objets. Qui est responsable de cette pollution? Celui qui fabrique le matériau de base? Celui qui produit l'emballage? Écoutez, nous nous sentons comme tout le monde attristés, mais est-ce que vous pensez que si vous trouvez un vieux matelas ou un vieux sommier dans la nature, vous considérez que le producteur de sommier est responsable? Est-ce que quand vous voyez une vieille voiture rouillée sur la voie publique et abandonnée, vous dites que c'est le constructeur qui est responsable de cette production? Mais on va en revenir toujours à cette question du modèle économique. À un moment, il faut qu'il y ait des acteurs qui aient un intérêt économique à le faire. Parce que même en travaillant avec des bénévoles ou même en étant le réseau Envie Emmaüs, en fait, il faut que derrière, j'ai un intérêt, sinon ça ne fonctionne pas. Ou alors, il faut que j'ai des incitations financières de l'État. Donc en fait, on ne sortira jamais de la logique économique parce qu'on n'est pas dans un monde bisounours. La plupart des entreprises de ce quartier se sont rendues responsables de la fin de vie de leurs produits. Soit parce qu'elles sont dans l'économie de la fonctionnalité, ou parce qu'elles y trouvent un intérêt économique. Pour récupérer facilement les ressources nécessaires à la production de nouvelles machines, ce fabricant de télécommunications a pour projet d'installer dans les bâtiments à proximité une ligne de désossage automatisée. C'est d'autant plus facile et profitable que ces appareils sont standardisés et peuvent donc être démontés très rapidement. Mais tous les modèles économiques de la zone ne sont pas focalisés à ce point sur les objets. Tout ce qui est centré, oui, autour des moments un peu festifs. Enfin, je vois ce qui marche bien, en fait, ce qui attire du monde, c'est quand il y a des événements. Enfin, il y a des jeux, il y a de l'animation. Et je pense qu'on va revenir vers des choses plus spontanées ou plus de place au lien, aussi au lien social, aux échanges. Alors, ça fait un peu béni oui, mais je pense quand même qu'il y a de la place pour ça, pour ces moments et ces endroits, en fait, où on va échanger. Cette cantine est devenue très populaire. Elle permet de nourrir les nombreux salariés des alentours et elle fonctionne également le soir et les week-ends pour accueillir des réunions et d'autres événements. La fréquentation de la zone a même permis la transformation de ce bâtiment en salle d'activités sportives et familiales, avec sur son toit une boîte de nuit qui profite de l'opportunité de se rapprocher du tramway en restant à distance des premières habitations. En 2050, les zones commerciales ne sont plus des zones ultra spécialisées dédiées à la vente de produits neufs. Ce sont des zones diversifiées mais qui restent importantes de par leur emplacement et les espaces qu'elles peuvent fournir à une société de déconsommation. D'autres zones commerciales, trop éloignées et inaccessibles en transport en commun, ont été, elles, abandonnées depuis des années. Leurs vestiges ne servent plus alors qu'à nous rappeler l'époque insouciante de l'hyperconsommation. Cette vision de la consommation en 2050 n'est qu'un scénario possible. L'objectif, c'est justement d'ouvrir la discussion et de pouvoir critiquer son réalisme ensemble. Le dernier épisode de cette série de 5 vidéos est justement dédié aux limites et aux défis de cet exercice. Décrire un futur et débattre de sa faisabilité, c'est un élément important pour dépasser la rigidité de nos idées reçues. Parce que durant le XXe siècle, les modèles économiques basés sur la réparabilité, la durabilité et la réutilisation sont devenus vraiment obsolètes, avec l'utilisation massive du pétrole et des plastiques. Et en se basant sur les objectifs annoncés par la plupart des pays et des organisations internationales, imaginer un monde et des pratiques économiques qui consomment beaucoup moins de pétrole ne devrait pas être utopique, mais le début de la conversation. Cette conversation, on vous invite à y prendre part. On est très intéressé par vos retours et par votre vision d'un futur souhaitable. Le prochain épisode arrive bientôt, il sera sur le logement, les bâtiments et leurs évolutions en 2050. Cette série a été possible en partie grâce au soutien du CNC qui a permis de rémunérer la conception des environnements 3D. Mais surtout grâce à votre soutien sur KissKissBankBank qui nous a permis de prendre le temps de travailler sur cette série. Merci à vous, c'était Stupid Economics. Sur ce,